Bonjour à tous, j'espère que tout le monde est connecté, que tout le monde nous entend bien et nous voit bien. Nous avons le plaisir de nous retrouver comme chaque année pour vous faire la présentation de la loi de finances qui a été promulguée le 19 février 2026, donc qui est toute fraîche. Et j'ai le privilège de présenter cette loi de finances avec Tigrane. Bonjour Tigrane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a l'honneur de vous présenter aujourd'hui les nouveautés de la loi de finances 2026. On va regarder juste si on a plus ou moins les présents et on va commencer, je pense, dans quelques secondes pour laisser aux derniers retardataires de se connecter. Alors, la loi de finances 2026 ne propose pas de mesures phares très impactantes, mais une progression mesurée de la loi de finances 2025, avec, comme vous allez le voir au fur et à mesure de cette présentation, de nombreux aménagements et précisions sur des mesures existantes, hormis l'une ou l'autre exception, et d'ailleurs, par laquelle on va commencer. Tigrane va commencer en nous présentant une nouvelle taxe sur certains actifs du patrimoine de holding. Et il me semble que c'est l'article 7 de la loi de finances, il me semble, Tigrane. Exactement, Olivier. Alors, la taxe sur les holdings patrimoniales, une belle nouveauté qui ne va certainement pas concerner la plupart d'entre nous, mais qui est quand même nécessaire de le préciser, car c'est l'une des plus grosses nouveautés qu'il y a dans cette loi de finances, parce que les autres sont plutôt, comme l'a rappelé Olivier, plutôt des aménagements ou des précisions particulières. Donc, qu'est-ce que c'est que la taxe sur les holdings patrimoniales? Alors, c'est une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés et qui a été instituée du coup à partir du 1er janvier 2026 pour les exercices clos au 31 décembre 2026. Alors, le champ d'application de cette taxe, elle est simple en théorie, mais après, il y a plein d'exceptions qui vont s'appliquer. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement vous dire les conditions les plus importantes. Donc, ça concerne tout d'abord les sociétés qui ont leur siège en France et qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés qui ont également leur siège hors de France et qui sont soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, mais également les sociétés qui sont des capitaux, qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne physique détient au moins 50% du capital et qui a son domicile fiscal en France. Alors, quel est le montant de cette taxe? Le montant de cette taxe, c'est 20%. D'accord? Et 20% de quoi? Ces sociétés vont être visées et doivent remplir du coup un certain nombre de conditions. La première, c'est que la valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent soit égale ou supérieure à 5 millions d'euros. D'où le fait, ce que je vous disais, ce n'est pas tout le monde qui va être concerné. Ensuite, il faut qu'au moins une personne physique détienne une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50%, ou une personne physique qui exerce en fait le pouvoir de décision. Et enfin, les sociétés reçoivent des revenus passifs représentant plus de 50% du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers sur l'ensemble de l'exercice, en dehors des provisions et amortissements. Grosso modo, les loyers, les intérêts et les dividendes perçus par cette société. Exactement. Donc, l'objectif de cette loi, c'est vraiment de taxer tout ce qui n'est pas vraiment dans le cadre de l'exercice d'une activité qui est exercée dans les sociétés, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'activité même, donc artisanale, libérale, professionnelle, etc., va être exclu. Notamment, vous savez, il y a des gens qui font des montages juridiques avec des éléments de plaisance tels que les yachts, les immeubles de rapport qui ne sont pas affectés à l'exploitation de l'activité professionnelle. Exactement. Voitures de sport, chevaux de course et bijoux. Tout à fait. Tout ce qu'on a, Olivier. Ça explique bien que ça ne concerne pas tout le monde. Il est précisé que ça ne concerne par contre pas les intérêts des comptes courants d'associés, où il y a des prêts intra-groupes avec des conventions de trésorerie qui, elles, est hors champ, donc qui règlent déjà un certain nombre de problèmes dans la gestion des holdings passives. Exactement. Alors, une deuxième précision que nous apporte et qui est important par rapport à cette loi de finances, ça concerne le pacte Dutreil, je pense qu'il vous parle un peu plus. Qu'est-ce que le pacte Dutreil? Alors, le pacte Dutreil,
c'est un dispositif qui permet d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui est transmise par décès, entre vifs ou en pleine propriété à un fonds de pérennité. Alors, grosso modo, cette exonération de 75% est soumise à des conditions, puisque ce serait trop beau sinon. Il y en a trois essentiellement. Tout d'abord, il faut un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l'ensemble des signataires du pacte. Ça n'a pas changé. Un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif. Et c'est ici qu'il y a une belle nouveauté, c'est que ces 4 ans sont poussés à 6. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut encore conserver individuellement 2 années supplémentaires. Et la troisième condition, c'est l'obligation pour l'un des associés du pacte ou l'un des héritiers, donataires ou légataires d'exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d'engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission. Donc Olivier, nous, au niveau du cabinet, on a quand même quelques packs du trade qui ont été mis en place. C'est vrai que malgré cette augmentation de la durée des engagements, ça reste quand même un très beau dispositif de transmission d'actifs professionnels dans le cadre souvent de la famille et d'une succession de ces actifs, ou en tout cas de l'outil de travail des parents vers les enfants dans la majorité des cas. Exactement. Et enfin, pour finir, comme dans le cadre de la taxe précédente que je vous ai précitée, il prévoit également l'exclusion de certains biens qui ne sont pas affectés à des usages professionnels, pareil, dans un souci d'égalité pour ne pas que les gens puissent inclure dans cette exonération tous les biens de plaisance, les résidences secondaires, les maisons de vacances, les yachts, les chevaux. On ne peut toujours pas transmettre le yacht. Non, malheureusement, Olivier, vous pouvez me le donner autrement. Encore une belle mesure qui existe depuis quelques années, mais pour laquelle il y a aussi quelques petits aménagements. Exactement. C'est une mesure qui nous concerne un peu plus nos dirigeants. C'est ce qui concerne l'abattement de 500 000 € qui est applicable aux dirigeants qui cèdent leur titre de société. Alors, ces conditions-là, c'est simple. Il faut en fait le céder dans les 2 ans qui suivent la liquidation de la retraite, ou alors il faut liquider sa retraite dans les 2 ans qui suivent la cession des parts. Alors, la nouveauté que nous apporte la loi de finances dans ces conditions, elle précise que certaines sociétés qui ont pour objet la gestion de leur patrimoine mobilier et immobilier sont exclues de ce dispositif, ce qui tombe comme les 2 mesures précédentes sous le sens, puisqu'ils ne veulent plus qu'on puisse transmettre tous les revenus tous les biens qui génèrent des revenus qui ne sont pas des revenus principaux des sociétés. Donc, on a toujours le yacht sur les bras, c'est ça que tu dis. C'est ça, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser aussi facilement. Bon, peut-être au prochain slide. On va voir, mais je ne suis pas sûr. Le prochain, il est un peu plus compliqué, mais je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail. Ça concerne les management package et les BSPCE. Qu'est-ce que c'est? Alors, les bons de souscription de part des créateurs d'entreprises, ce sont en fait pour fidéliser les jeunes créateurs d'entreprises qui s'investissent dans leur société, c'est de pouvoir avoir des attributions d'actions, donc des bons de souscription qui vont pouvoir leur permettre d'augmenter la valeur de leur société, du coup de faire un gain à terme. La seule précision qui nous est apportée par cette loi de finances par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, même les sous-filiales peuvent bénéficier de cette disposition-là, parce qu'aujourd'hui, c'était uniquement les sociétés avec les filiales en première ligne. Aujourd'hui, on peut aller encore plus bas pour avoir les sous-filiales qui entrent en ligne de compte s'ils sont détenus à au moins 75% par la société émettrice de ces bons de souscription. Ensuite, la deuxième, c'est tout ce qui est management package. Alors, le management package, c'est quand les cadres, les salariés, les directeurs de sociétés sont rémunérés en partie par leur salaire, mais également par des attributions d'actions gratuites ou des stocks options de leur propre société ou des sociétés filiales de la société dans laquelle ils travaillent. Alors, le principe est simple, c'est pour fidéliser en fait les cadres, les éléments importants des sociétés. Et du coup, il y a un certain nombre de règles qui fiscalement n'étaient pas toujours claires et étaient un peu trop avantageux au goût du fisc, puisqu'en fait, l'administration fiscale considère que l'attribution de ces actions ou de ces bons de souscription vont être taxés comme salaire,
alors que quand on va le céder, normalement, on dirait pour les gens qui ont des actions de manière classique d'une société, la cession de titres, on calcule une plus-value et on le taxe à la flat tax. Or, pour tout ce qui concerne management package, il y a quelques exceptions, car ils voient que la plupart des gens vont minorer leur salaire pour pouvoir se percevoir des actions, et à ce moment-là, taxer à un taux plus faible à la flat tax. C'est dans ce cadre-là que l'administration fiscale va appliquer des règles différentes, puisqu'ils vont nous mettre en place une taxation comme salaire jusqu'à un certain seuil en fonction de la performance de la société. Et ces seuils de performance avaient déjà été fixés l'année dernière par la loi de finances pour 2025. La loi de finances pour 2026 apporte simplement quelques précisions, notamment pour l'appréciation de la durée de détention des titres lorsqu'il y a une opération intercalaire telle qu'une fusion, une TUP ou des échanges. Également, la possibilité qui est mise en place d'un report de la fraction qui sera imposée au barème progressif de l'impôt si on réinvestit ces titres qui sont cédés dans la société. Par ailleurs, il précise l'impact d'une clause de complément de prix et d'une distribution de dividendes avant la cession. Et en dernier, l'impact d'une donation de titres pour que les personnes qui puissent avoir la possibilité de donner ces titres puissent savoir comment ils vont être taxés, quelle est la date de cession et de donation à tenir compte dans le cadre de ces dispositifs. On ne va pas rentrer vraiment dans le détail, mais sachez qu'il y a eu de plus en plus de précisions et l'administration fiscale va encore sortir des commentaires afin d'améliorer ces dispositifs car ils sont très complexes, mais tout ce qui est complexe en France, on aime bien Olivier, je crois. Et je pense que le législateur vient préciser parce que c'est des dispositifs qui rencontrent aussi un certain succès. Exactement, ce qui nous emmène à parler d'autres dispositifs qui existent mais qui ont eu des impacts cette année. Alors effectivement, avait été instaurée l'an dernier la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises. Donc ça concerne effectivement les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires d'au moins 1 milliard. Hein, donc on parle quand même d'un nombre restreint d'entreprises en France. Mais la loi de finances 2026 a prorogé cette contribution exceptionnelle qui devait être provisoire. Au-delà de l'exercice 25, elle va aussi concerner maintenant le deuxième exercice, donc l'exercice 26. Juste à titre de précision, même si beaucoup d'entre nous et d'entre vous ne sont pas concernés, les entreprises qui dépassent 3 milliards de chiffre, qui sont jusqu'à 3 milliards de chiffre d'affaires vont avoir des taux d'imposition à 20,6% et celles qui dépassent les 3 milliards de chiffre d'affaires pourraient voir leur taux applicable monter jusqu'à 41,2%. Prochaine mesure, c'est la possession de titres de société. Donc, effectivement, là, il y a une mesure de durcissement du réinvestissement. Alors, juste pour rappeler le principe, le régime prévoit un report d'imposition de la plus-value qui est réalisée lors d'un apport de parts de société à une société holding et maintenu en cas de cession des titres apportés si le produit de cette cession est réinvesti en partie au moins dans cette structure et dans d'autres produits ou projets qui restent dans cette société holding. Donc, le seuil de réinvestissement a été porté de 60 à 70%, ce qui veut dire que le disponible passe de 40 à 30%. Donc, on a plus que sur cette quote-part la disposition pour sortir l'argent. Et le délai de réinvestissement, quant à lui, est passé de 2 ans à 3 ans, ce qui est plutôt favorable, parce que ça laisse aussi plus de temps dans ses choix de produits d'investissement. Par contre, la durée minimale de conservation des biens ou des titres dans lesquels on a réinvesti est portée de 12 mois à 5 ans. Là, effectivement, le législateur souhaite que les réinvestissements soient prolongés dans la durée sur une période de 5 ans. Là, on multiplie quand même par 5 cette durée de conservation. Petite précision, il y a des délais également plus longs en cas de donation des titres. Donc, ces périodes de détention sont de 6 ans au lieu de 5 ans et pour certains fonds très exceptionnels, passent de 10 ans à 11 ans. Mais ça reste toujours un dispositif plutôt très intéressant dans certains cas de montage patrimoniaux. Donc, à garder en tête malgré les petits aménagements qui ont pu avoir lieu.
Autre mesure qui a été là pour le coup une nouvelle mesure, hein, c'est la neutralité fiscale lors du passage d'une entreprise individuelle à une société. Auparavant, cette transformation était considérée comme une cessation d'activité avec pour conséquence une imposition immédiate des bénéfices et plus-values, ce qui était un petit peu un ovni législatif hein, quand on connaît les autres mesures d'apport qui sont prévues. Et là, effectivement, le législateur a souhaité aligner ce dispositif sur d'autres et donc le principe de report d'imposition de ces plus-values d'apport d'un patrimoine professionnel a été élargi aux apports ou transformations d'une EI en EURL ou EARL, bien évidemment, elles soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, plutôt une mesure favorable aux transformations d'entreprises individuelles en structures soumises à l'IS. Autre mesure qui est prolongée, hein, donc comme vous le savez peut-être par principe, les fonds de commerce ne sont comptablement pas amortissables, hormis effectivement dans certaines conditions. Hein, la loi de 2022 avait proposé cette dérogation permettant de soutenir la reprise d'activité économique en sortie de crise Covid en diminuant la base imposable des entreprises au travers de ce dispositif d'amortissement du fonds de commerce. Donc, bien évidemment, pour pouvoir amortir son fonds de commerce, il faut qu'il y ait une durée d'utilisation limitée. Hein. Et donc, soit effectivement, on peut déterminer des critères d'utilisation qui permettent de mesurer la durée d'exploitation de ce fonds de commerce, ou alors quand on ne le peut pas, le législateur propose cet amortissement sur 10 ans. Donc, une bonne mesure et une mesure qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2029 et qui permet de donner un petit peu d'air à certaines entreprises qui seraient concernées. Une mesure supplémentaire hein, qui est le plafonnement de la déductibilité des intérêts financiers. Alors bon, là, il n'y a pas de grandes explications. Hein. Il y a un système de plafonnement des intérêts qui sont déductibles fiscalement versés entre structures et sociétés qui vont se prêter de l'argent. Et le législateur vient juste apporter une précision sur le fait que maintenant, cette limitation auto-fiscale ou auto du marché s'applique maintenant également aux intérêts versés à une entreprise associée. Donc, ça apporte une plus grande sécurité fiscale, si vous voulez, aux opérations de prêt intra-groupe. Donc, à partir du moment où ça sécurise certains montages, on considère que c'est plutôt une mesure intéressante et dont il faut tenir compte dans les montages intra-groupe qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, une mesure qui est applicable pour précision aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Une autre mesure, on va dire importante, alors c'est un dispositif qui est connu de longue date hein, sur le régime fiscal des plus-values sur titres de participation, hein, donc c'est des titres qu'on détient à long terme pour lesquels on a un pourcentage de droit de vote d'au moins 5%, hein, donc on rentre dans les règles qui régissent le régime Murphy, hein. Et donc, effectivement, le principe voulait que lorsqu'on faisait des plus-values de cession de titres à long terme, on était imposé uniquement sur une quote-part de frais et charges de 12%. Hein, donc, ces 12% du montant de la plus-value représentaient la base taxable. Mais l'administration vient de préciser, alors ça c'est suite à des litiges qu'il y a eu entre contribuables et administration fiscale, et elle vient indiquer qu'il faut maintenant que comptablement, une ligne comptable spécifique soit prévue et que la valeur des titres qui sont acquis soit inscrite comptablement, et je précise bien cette notion de comptable, dans des comptes particuliers pour que l'administration fiscale ne puisse pas contester l'application et la nature de ces titres en plus-value sur cession de titres à long terme. Et donc, effectivement, il va falloir faire bien attention quand on est dans ce cas-là, de créer un sous-compte spécifique et dédié. Et cette inscription comptable sera opposable à l'administration fiscale. À partir du moment où comptablement on aura inscrit ces titres dans le bon compte comptable, l'administration ne pourra pas
remettre en question le caractère de titre de participation, ce qui n'était pas le cas auparavant et qui, bien évidemment, avait engendré un certain nombre de discussions et de redressements fiscaux qui, in fine, n'avaient pas forcément lieu d'être. Hein. Donc, il faut bien mettre le bon nom au bon endroit. Mesures en faveur du développement des entreprises. Donc là, c'est des dispositifs soit qui existaient déjà sur lesquels il a été amené des précisions, soit de nouveaux dispositifs. Grosso modo, certaines entreprises vont bénéficier d'abattements ou d'exonérations pour inciter finalement les créateurs d'entreprises soit de se diriger sur un secteur d'activité, ce qui est le cas pour les jeunes entreprises innovantes. Alors, je rappelle, pour être jeune entreprise innovante, c'est pas parce qu'on a eu une très bonne idée qu'on est innovant. Il faut respecter un certain nombre de conditions, dont une des plus importantes, c'est de réaliser 20% de ses dépenses en recherche et développement, et donc qui permettent d'avoir des exonérations de taxes foncières, exonérations de cotisations foncières des entreprises. Zone d'aménagement du territoire et création ou reprise d'activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des mesures qui se ressemblent et qui permettent effectivement d'avoir des exonérations sur les bénéfices imposables jusqu'à 59 mois et des abattements progressifs pour la suite. Comme dit, je ne rentre pas dans les détails parce que ce sont des calculs un petit peu scientifiques, mais néanmoins, il est intéressant de vérifier ces secteurs d'implantation. Peut-être que le village dans lequel vous souhaitez implanter le siège de votre société ou le village d'à côté peut bénéficier de ces exonérations. Il y a plus de 2000 communes en France qui sont concernées par soit un des dispositifs, soit plusieurs dispositifs. Donc, il est intéressant de vérifier le secteur d'implantation pour imaginer pouvoir peut-être bénéficier de certaines de ces exonérations qui sont très avantageuses et donc qui valent la peine qu'on s'intéresse au sujet. On l'a mis en œuvre depuis quelques années sur certaines créations et très franchement, c'est favorable et ça donne un vrai coup de pouce à la création d'entreprises et au maintien de la pérennité de l'entreprise post-création. Ce qui nécessite du coup, avant de la création de l'entreprise, de bien se renseigner pour ne pas pouvoir se faire pénaliser par la suite. Exactement, il existe différents sites internet gouvernementaux qui proposent des cartes de régions avec les différentes communes ou différents secteurs. Franchement, c'est très clair, c'est assez facile d'utilisation. Prochaine disposition, c'est la déduction fiscale pour l'achat d'œuvres originales, je précise, d'artistes vivants. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis 2002, donc qui est déjà plutôt âgé. Il faut effectivement, pour pouvoir bénéficier de cet avantage, que l'œuvre d'art soit inscrite à l'actif professionnel. Et là, effectivement, on a une possibilité d'amortir le coût de l'acquisition de l'œuvre. Alors, auparavant, c'était sur 4 années. Maintenant, c'est sur 5 ans. Mais également intégrer cet amortissement dans le plafond de 20 000 € ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Alors, je vous rappelle que c'est le plafond qui correspond au seuil de réduction d'impôt pour les dons. Et je précise à cette étape que, bien évidemment, comme ça rentre dans la même enveloppe, ces amortissements d'œuvres d'art et les dons, il faut déduire du plafond qui est indiqué là, des 20 000 € ou des 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Il faut déjà déduire les dons qui ont été réalisés et qui ouvraient droit à la réduction d'impôt, notamment le mécénat. Et c'est seulement sur ce reliquat d'enveloppe ou de seuil que finalement on va pouvoir amortir le prix d'acquisition de l'œuvre d'art. Donc, il faut quand même vérifier ces plafonds de dons et d'amortissement pour ne pas se retrouver avec des montants qui dépasseraient ce seuil et qui seraient reportables pendant un temps, mais si c'est réalisé chaque année, qui peuvent être perdus au-delà de ces 5 ans. Je précise quand même que pour pouvoir bénéficier de ce dispositif qui reste très intéressant, que l'œuvre d'art doit être exposée dans un lieu accessible au public ou aux salariés, donc pas au fond d'un bureau, et pendant toute la durée de l'amortissement. Je précise également qu'au-delà de ces 5 ans, bien évidemment, si cette œuvre d'art sort du patrimoine professionnel, bien évidemment,
elle sera taxée et imposée dans la société. Et dernière précision, hein, ce qui vaut pour les œuvres d'art vaut aussi pour certains instruments de musique un petit peu particuliers pour ceux qui seraient musiciens et intéressés. Alors, comme l'a déjà dit dans les diverses mesures précédentes, Olivier, on est plus dans les prorogations de dispositifs qui existent déjà que dans la création de nouvelles cette année. Donc, une nouvelle disposition, enfin, une ancienne disposition qui existe déjà, donc c'est le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative qui vient d'être prorogé. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les entreprises individuelles et commerciales ou agricoles qui financent des dépenses de recherche dans le cadre de contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt qu'on appelle collaboration de recherche, qui est plafonné à 6 millions d'euros annuels. Donc cette prorogation a été faite jusqu'au 31 décembre 2028 et s'applique au contrat de collaboration conclu à compter du 1er janvier 2026 afin d'être dans la continuité du dispositif qui était censé s'achever au 31 décembre 2025. Un peu d'exotisme. Exotisme, tous ceux qui connaissent la Corse peuvent également avoir un crédit d'impôt pour les investissements qu'ils peuvent en faire là-bas. Donc pareil, prorogation d'un dispositif de crédit d'impôt qui existait déjà, qui était conditionné du coup à un certain nombre de règles que l'entreprise doit respecter, notamment être une PME relevant d'un régime réel d'imposition, ne pas être financé sans aide publique pour 25% au moins de leur montant, investissement réalisé pour les besoins exclusifs d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Et bien sûr, l'investissement doit être réalisé, exploité en Corse. Donc, ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2028. Franchise en base de TVA, donc comme vous le savez ou vous l'avez peut-être entendu, la loi de finances cette année a eu un certain nombre de difficultés à pouvoir être élaborées. Effectivement, les seuils de franchise en base de TVA, du coup, n'ont pas été modifiés. Hein, donc, on retrouve les mêmes seuils qu'on connaissait en 2025. Donc, des chiffres d'affaires en vente de marchandises à 85 000 euros pour l'année précédente. L'année en cours, 93 500. Pour les prestations de services, 37 500 pour l'année précédente et 41 250 pour l'année en cours. Et dès dépassement de ce seuil, on a l'application immédiate de la TVA à la date de dépassement. Je ne vais pas m'étendre sur les dépenses de publicité parce que ça restait une mesure très marginale, hein, mais qui a été réformée sur cet exercice. Aménagement des taxes sur les véhicules à compter du 1er mars 2026. Donc ça, c'est un sujet auquel on a été pas mal confronté depuis la réforme de 2024 de 2025, mais dans la continuité des précédentes lois de finances, cette dernière de 2026 précise, alors non pas les conditions de taxation, mais en tout cas les critères et les catégorisations d'éligibilité aux abattements de taxes sur certains véhicules. Grosso modo, on prend la grille, on la redéfinit et on requalifie certains critères et certaines catégorisations pour classer les véhicules dans des zones d'imposition. Alors, comme dit, là, c'est que les changements de catégorisation, hein, mais c'est des éléments qui valent pour la TVA déductible hein, sur ces véhicules, sur les malus au moment de l'achat et concerne évidemment essentiellement la TVS. Hein. Donc, il y a une redéfinition des véhicules vertueux. Hein. Donc là, on a des barèmes CO2 au moment d'immatriculation qui rentrent en jeu, donc qui sont également redéfinis, et des taux d'émission de carbone, hein, s'ils sont inférieurs à 50 grammes au kilomètre, qui permettent d'être considérés comme véhicules vertueux. Donc, on a surtout des reclassements sur les micro-hybrides, les hybrides non rechargeables, ce genre de choses. Bon, on ne va pas vous embêter avec ça parce que ce n'est pas les barèmes qui ont été modifiés, mais uniquement la catégorisation. Mais la philosophie derrière tout ça, c'est que le législateur veut inciter à rouler avec des véhicules qui sont plus légers,
qui sont plus neufs et très clairement plus électriques pour synthétiser. Donc, les choix, effectivement, pour 2025, des nouveaux véhicules à acquérir étaient délicats. Ils vont le devenir un petit peu plus, mais très clairement, le législateur veut que les entreprises se dirigent vers des véhicules clairement électriques et avec des poids, on va dire plutôt des petites voitures plutôt que des gros 4x4 électriques. Et bien évidemment, plus le véhicule est neuf, plus le législateur considère qu'il pollue moins. Et du coup, cette restructuration des barèmes permet de privilégier ce type de véhicule en termes de taxation diverses et variées liées à ces véhicules de société. Tout à fait, Olivier. Et juste une précision également, si vous avez suivi, l'Union européenne a décidé de repousser au lieu de 2030 à 2035 la fin du diesel, parce qu'ils avaient acté ça, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le marché, les entreprises étant en difficulté, ce n'est pas aussi simple que ça que de faire un transfert, passer à l'électrique ou à l'hybride, au vu des coûts également, parce que c'est pas parce que ce soit pour les constructeurs comme pour les acquéreurs et les utilisateurs des véhicules, cette mesure a effectivement bousculé un petit peu. Exactement. Donc les objectifs annoncés 2030 sont retardés à 2035 pour ça. Et c'est des sujets importants parce que, à titre d'exemple, sur des véhicules dits polluants, la taxe sur véhicules de société, par exemple, peut monter jusqu'à 6 500 €, ce qui n'est pas négligeable dans un plan d'acquisition. Et sachant que les véhicules 100% électriques vont être quasiment exonérés de la majorité des taxes, on va dire, pénalisantes sur ce genre de véhicules. Alors, maintenant, on va parler de la taxe d'aménagement qui existe effectivement au niveau des entreprises, mais également des particuliers. Là, on va plus s'intéresser au niveau des entreprises. Pour rappel, la taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme, qu'il s'agisse de construction, reconstruction, agrandissement ou aménagement. Donc, tout ce qui est soumis à permis de construire, permis d'aménager ou déclaration préalable. Donc, pour cette taxe d'aménagement, il y a un certain nombre de règles qui existent. La première, c'est qu'ils ont prévu d'étendre l'extension d'une exonération concernant la transformation de bâtiments non résidentiels en bâtiments d'habitation dans le périmètre d'une convention de projet urbain. Ça, toujours dans le même objectif de créer des logements d'habitation dans des secteurs où il y a un fort besoin. Ensuite, il y a une exonération qu'on appelle de petite surface commerciale qui vise désormais les magasins d'une surface inférieure à 400 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Par ailleurs, la loi de finances vient renforcer certains moyens de contrôle des administrations et les sanctions. Et enfin, il y a un abaissement du seuil de la taille des projets qui donne lieu au versement d'acompte. En effet, lorsqu'il y a des surfaces très importantes, l'administration fiscale exige le paiement d'acompte, comme par exemple pour l'impôt sur les sociétés où vous payez des acomptes. C'est pareil pour la taxe d'aménagement. Et là, il baisse le seuil. Pour être considéré comme une surface importante, on commence à payer des acomptes à partir de 3 000 m² au lieu de 5 000 m² précédemment. Alors, un autre sujet dont vous avez peut-être entendu parler aux informations et qu'on va appeler la jurisprudence Temu ou Shine. Exactement. Donc, on peut remercier les entreprises chinoises, mais bon… Il n'y a pas que. Il n'y a pas que, mais clairement, c'est écrit dans la loi de finances quand même. C'est pour concurrencer et surtout pour contrôler l'arrivée de produits de pays tiers et notamment la Chine, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un contrôle qui était très light et c'est pour ça que des produits interdits selon le droit de l'Union européenne arrivaient quand même à rentrer dans l'Union européenne en provenance de pays tiers. Et notamment, l'objectif, donc ici, c'est d'instaurer une taxe de 2 € sur les importations d'articles de marchandises contenus dans des envois d'une valeur inférieure à 150 € qu'on appelle petit colis. Alors attention, ces 2 €, c'est par produit et pas par colis. Je m'explique. Vous pouvez avoir plusieurs produits qui sont commandés en même temps, envoyés par un seul colis, par exemple avec Amazon si vous voulez, ou Temu ou Shine. Dans ce cas-là, c'est 2 € par produit. Donc, ça veut dire si vous commandez 4 articles qui sont inférieurs à 150 €, c'est par article que vous aurez 2 € supplémentaires. Et alors, la difficulté que je vois à ça, Tigrane, c'est qui va payer ces 2 € finalement? À votre avis, Olivier? C'est bien sûr, c'est nous. Alors, le législateur a prévu que le redevable soit, en fonction des cas, soit le livreur, soit le vendeur, soit l'interface numérique ou l'acheteur, mais bien évidemment que ça soit l'un ou l'autre des acteurs.
ces 2 euros, on va très certainement, voire quasiment sûr, le retrouver sur notre facture finale, répercussion nous, immédiate. en tant qu'acheteurs. Hein. Exactement. Le report des révisions des valeurs locatives. Un sujet fort passionnant, Olivier. Qu'on attendait depuis le début de cette présentation. C'est ça, bien sûr. Je vous crois. Plus sérieusement, du coup, concernant les locaux professionnels, il y avait la mise en place d'une actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases locales d'imposition. Je suis sûr que ça parle à tout le monde. Mais bien sûr, comme c'était une première disposition, et en France, on aime bien reporter parce que c'est quelque chose qui est assez redondant, c'est comme un peu les recensements, il devait être fait au 31 décembre 2025. Comme ça n'a pas été le cas au début d'année 2026, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne réussit pas, simple, on reporte. Donc ça va être reporté d'une année supplémentaire jusqu'à 2027. On verra si l'année prochaine on respectera ou s'il y aura un report supplémentaire. Pour précision, c'est reporté depuis 2021. Et ça me fait une très belle transition pour le slide suivant. Ah, j'ai hâte d'en parler. C'est le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Hein. Alors, juste pour petit rappel, la CET se compose de la CFE, qui fera l'objet du slide suivant, et de la CVAE, qui est l'objet de ce slide-là. Alors, toujours pour précision, hein, la loi de finances 2023 avait prévu de supprimer la CVAE à partir de 2024, hein, et ce, surtout afin d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. La loi de finances 2024 était venue, quant à elle, faire un projet pour supprimer, mais là, définitivement, en 2027, la CVAE. Et bien évidemment, la loi de finances 2025 a prévu, quant à elle, une suppression, mais cette fois totale, à partir de 2030. Hein. Donc, il y a différentes notions de suppression hein, au niveau du droit fiscal. Donc, il y a la suppression simple, mais celle-là, effectivement, elle est reportée. On avait espéré que la suppression définitive amène à la suppression, mais finalement, non. Donc, on espère maintenant qu'avec la suppression dite totale en 2030, on a bon espoir de voir la compétitivité des entreprises françaises s'améliorer d'ici 2030, à voir si la sémantique nous propose une suppression encore un peu différente, qui sera peut-être encore reportée. On croise les doigts jusqu'à 2030. Je vous parlais avant d'une autre composante de la CET qui était la cotisation foncière des entreprises. Alors là, pas de grosses mesures, hein, c'est vraiment 2 choses. Hein. Donc, une petite précision, quand on arrête son activité en cours d'année, la CFE ne sera plus exigible sur le restant de l'année, mais bien jusqu'à la date de cessation, ce qui est plutôt assez logique. Et une autre mesure hein, qui vient élargir le champ d'application de la CFE, hein, donc sans rentrer dans les détails, mais c'est une extension du champ des redevables hein, par la sémantique, hein, de nouveau, qui porte au-delà des sociétés le champ d'application qui est élargi à l'ensemble des entités non dotées de la personne morale. Pour faire simple, ça fait plus de redevables à la CFE qui permettra, je l'espère, d'atteindre les objectifs de la loi de finances 2026, de réduire le déficit à 5%. Ah, un sujet intéressant sur la facturation électronique, Olivier. Je crois que nous sommes concernés. Alors effectivement, alors là c'est un très gros sujet. Alors on ne va pas le balayer ce sujet sur un slide, hein, parce qu'effectivement il y a tellement de choses à dire sur cette facturation électronique, mais on ne peut que vous inviter vraiment fortement à participer aux différentes réunions organisées par FIBA dans les régions. Hein. Vous verrez, ça va être très sympathique. On va se retrouver tous ensemble pour parler de tout ça. Ou si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer à ces réunions physiques, à visionner les excellents webinaires sur le sujet qui ont été présentés et animés par Muriel et Jérôme il y a peu de temps et qui vous donneront toutes les informations utiles sur ce sujet qui est extrêmement important, je dirais même primordial. Donc, c'est un sujet qu'on doit tous prendre en main et je vous invite à suivre ces webinaires ou ces présentations pour en connaître tout le contour parce qu'effectivement, c'est un sujet qui à lui seul nous demanderait quasiment 2 heures de présentation, timing que nous n'avons pas étant donné que nous sommes déjà en retard sur notre timing.
Cela dit, la loi de finances 2026 vient quand même préciser un certain nombre de points, parce que cette facture électronique, bien évidemment, a été organisée par les lois de finances antérieures. Hein. Donc, la loi de finances 2026 vient confirmer le calendrier de déploiement. Alors, pourquoi elle fait ça? Parce qu'on avait déjà un calendrier de déploiement qui a été remis en question par le législateur, parce que simplement, les outils n'étaient pas prêts. Donc, elle avait été décalée il y a 2 ans. Donc, cette confirmation vient préciser que ça ne sera pas décalé cette fois-ci et qu'il faudra bien tenir compte des 2 grosses échéances, donc de septembre 26 et de septembre 27. Des précisions également qui sont données sur les obligations des plateformes agréées, parce que c'était un petit peu la foire d'empoigne des candidats à la plateforme agréée. Et l'administration vient apporter effectivement des précisions quant à l'éligibilité, mais également les conditions d'agrément et également la clarté sur le coût de ces plateformes, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité, il y a eu beaucoup de propos, mais finalement, rien n'était clair quant à ces tarifs. Et bien évidemment, il faut préciser aussi les sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect. Des règles de mise en œuvre, donc que ça soit par l'utilisateur, hein, donc par les factures, pour les factures non conformes, en cas de non-recours aux plateformes agréées, et un certain nombre de sanctions pour les plateformes qui ne respecteraient pas les conditions. Mais une fois de plus, je vous invite à suivre nos formations et nos webinaires qui sont franchement très très bien présentés et où on a beaucoup d'explications utiles pour vraiment maîtriser ce sujet. Voilà, et encore une petite précision sur quelques suppressions de dispositifs fiscaux qui existaient, mais qui étaient jugés par la loi de finances inefficaces, obsolètes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plusieurs. L'une des plus connues, c'est le crédit d'impôt et réduction, enfin le crédit et réduction d'impôt, notamment pour la formation du dirigeant. Donc, ça a été enlevé, et certains autres dispositifs relatifs aux droits d'enregistrement pour certaines activités et des mesures temporaires qui étaient arrivées à échéance qui sont juste supprimées. Ensuite, une petite information pour actualiser, mais qui existe déjà comme d'habitude, c'est la prolongation d'un dispositif relatif à la participation aux frais de transport des salariés. En effet, l'employeur doit en France prendre en charge 50% des frais de transport public des salariés, notamment par exemple les frais de train, abonnement au vélo ou encore le bus. Sauf que la loi de finances proroge un dispositif qui existe déjà depuis 2 ans, c'est volontairement l'employeur peut aller au-delà des 50% et choisir de prendre en charge 75%. L'avantage pour l'employeur, c'est qu'il n'y aura pas de cotisation sociale, de CSG, de CRDS et d'impôts sur ces revenus. Donc le dispositif est prorogé pour l'année 2026, à voir si ce sera également prorogé l'année suivante. La réserve spéciale de participation aux résultats de l'entreprise est un dispositif d'épargne salariale obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Pour calculer cette réserve spéciale de participation, un certain nombre de paramètres sont pris en compte, parmi lesquels le bénéfice imposable est un des éléments principaux de ce calcul. Et la loi de finances 2026 vient préciser qu'il y a l'obligation de réintégrer certains bénéfices exonérés fiscalement dans le calcul de cette réserve de participation, ce qui permet finalement de rehausser la base de calcul de la participe en y intégrant certaines exonérations fiscales sur le bénéfice imposable, hein, et dont notamment ceux qui sont listés là, mais entre autres, et la ZRR dont on a parlé tout à l'heure. Le compte personnel de formation, alors il y a un encadrement un peu plus poussé dans la prise en charge financière de certaines formations, car la majorité était couverte sur une part importante, voire la totalité. Le législateur est venu limiter un petit peu ces prises en charge en fonction de la nature de la formation qui est suivie au travers de ce compte CPF. Donc, peut-être les cours de salsa ne seront plus remboursés comme précédemment. Malheureusement, Olivier, tout ce qu'on veut, on ne l'a pas. Non. Et voilà. La suppression d'aide au permis de conduire des apprentis, c'est dommage, ça n'existe plus. Malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, il existait une aide en fait versée forfaitairement pour le permis de conduire à hauteur de 500 € qui était réservée aux apprentis de 18 ans.
titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours et engagé dans la préparation des épreuves du permis B. Et malheureusement, ce dispositif a été supprimé par la loi de finances. Alors, prolongation d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. On ne va pas vous dire grand-chose là-dessus, mais pas de retour à ce stade sur l'efficacité de la mesure qui a été mise en œuvre déjà l'an passé. Donc, comme on n'a pas les résultats, on va la prolonger de 6 mois et puis on verra effectivement dans quelques mois si cette expérimentation a tenu ses promesses. Une prolongation de plus. Alors, le versement mobilité, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. C'est un versement mobilité qui existe déjà depuis quelques années pour les employeurs du privé et du public qui versent une contribution pour l'entretien et la mise en place des travaux de transports publics. Donc, la loi de finances vient ici aujourd'hui juste aligner sur le versement mobilité qui existe de manière générale sur le versement mobilité qui a été mis au niveau régional et les règles sont alignées, c'est-à-dire sont les mêmes. Donc 11 salariés, donc les employeurs qui ont 11 salariés ou plus dans la région et c'est par établissement, ils seront soumis du coup au versement de la contribution pour la mobilité. Merveilleux. Toujours une taxe de plus. Maintenant, on va parler d'un sujet qui va peut-être concerner certains un peu plus que les précédents, c'est les dispositifs qui s'appliquent aux particuliers, Olivier. Effectivement, alors on a vu dans cette première partie de cette présentation loi de finances les mesures consacrées aux entreprises et là, on va faire un focus sur les mesures consacrées plutôt aux particuliers et Tigrane va vous parler de l'actualisation des taux du barème à l'impôt sur le revenu qui est rehaussé comme chaque année. Exactement. Cette année, ils n'ont pas gelé. Donc, comme l'année précédente, les seuils du barème progressif de l'impôt ont été rehaussés de 0,9%. Là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les seuils pour une part. Si jamais vous êtes deux, donc deux adultes mariés pacsés, il faut simplement multiplier par 2 ces seuils. Par ailleurs, pour que vous sachiez, les grilles des taux de prélèvement à la source qui sont appliquées par les employeurs ont également été mis à jour pour tenir compte de cette hausse de 0,9%. Et ces taux-là s'appliquent dans le cas où l'employeur n'a pas connaissance de votre taux du foyer commun ou du taux individualisé, qui est communiqué normalement par l'administration fiscale. Plafonnement du quotient familial. Alors, quand on a une famille et des enfants, de quoi peut-on bénéficier? De certains avantages, mais comme partout en France, il y a des avantages, mais il y a des limites. Et ces limites-là, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Il y a juste les seuils qui ont également été revalorisés. Donc, un exemple, pour les demi-parts que vous apportent les enfants que vous rattachez au foyer fiscal, chaque demi-part, donc 0,5 part, est plafonné à un avantage de 1 807 €, Olivier. Et si c'est un enfant en garde alternée, c'est la moitié. D'autres avantages que vous avez également dans le plafond du quotient familial, il y a toujours des plafonnements et ces seuils, tout dépend de votre situation du foyer fiscal. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'agit notamment des parents isolés qui ont des enfants à charge exclusive ou des enfants en garde alternée, où les seuils sont de 4 262 € pour le plafonnement et 2 131, donc la moitié, lorsqu'on a des enfants en garde alternée. Ben, très bien. Et les avantages liés aux enfants majeurs maintenant? Bientôt, vous serez concerné, Olivier. Je vieillis malheureusement, en effet. Ça, c'est des choses qui concernent également les parents qui ont des enfants majeurs qui sont étudiants et pour qui ils subviennent aux besoins, notamment lorsqu'ils sont étudiants. Donc, vous avez la possibilité soit de rattacher un enfant majeur s'il est étudiant jusqu'à 25 ans et 21 ans s'il n'est pas étudiant. Mais si vous les rattachez, vous avez le droit à l'avantage cité précédemment. Mais si vous les détachez, vous pouvez déduire une pension alimentaire qui est également plafonnée. Et cette année, ce plafonnement est à 6 855 €. L'année dernière, on était à 6 794. Et c'est une notion importante qu'il faut considérer quand effectivement on est dans ces cas-là, parce que dans certains cas de figure, il est peut-être plus intéressant fiscalement, Exactement, quand on est au taux marginal, de détacher son enfant plutôt que de bénéficier de la demi-part supplémentaire. Exactement. C'est un jugement, un calcul qu'il faut faire lorsque vous faites votre déclaration d'impôt. N'hésitez pas à solliciter la personne qui vous fait cette déclaration pour faire des hypothèses et des projections. Tout à fait. Et du coup, une fois que l'impôt est calculé, c'est pas tout, on a droit parfois à une décote. Cette décote, elle concerne les personnes qui ont de faibles revenus, qui commencent à peine à être imposables. C'est du coup une décote qui est calculée à la fin
du calcul de l'impôt brut sur le revenu. Et il y a une formule de calcul qui est la différence entre 897 € et 45,25% du montant pour les personnes célibataires et 1483 € et 45,25% pour les personnes qui sont soumises à une imposition commune. Une autre prolongation, mon Tigrane. Sujet qui a fait beaucoup couler d'encre l'année dernière. Cette année, ça ne déroge pas aux règles précédentes, en fait. On reste dans la même logique. Dans une logique de prolongation, hein. C'est comme dans le foot, apparemment, Olivier. Donc, belle comparaison. Voilà, on va faire des prolongations, sauf que c'est une disposition qui va concerner uniquement les personnes, donc les foyers, pour les personnes seules qui ont 250 000 € ou plus, et les personnes les personnes mariées qui font une déclaration commune qui ont 500 000 € ou plus. Qu'est-ce que c'est? C'est donc la contribution différentielle sur les hauts revenus. Avant 2025, on connaissait la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Maintenant, il y a la contribution différentielle sur les hauts revenus. De nouveau, une question de sémantique. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est? Ça a été mis en place l'année dernière et l'objectif était de mettre en place une imposition pour les personnes qui n'auraient pas un minimum de 20% d'impôt en fonction de leur revenu fiscal de référence, qui est retraité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette contribution différentielle sur les hauts revenus est censée surtout concerner les personnes qui ont peu de revenus soumis au barème progressif, Olivier, oui, et qui sont censées payer plutôt des taxes forfaitaires, notamment quand ils ont des retraites en capital de l'étranger, des dividendes, puisque c'est soumis à la flat tax de 12,8%. Qui a augmenté cette année. Avec la CSG. De 30 à 31,6. Exactement. Ou 4, je sais ça. 31,6. Mais du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est juste de mettre en place un minimum d'imposition pour les personnes, et ce minimum étant de 20% du revenu fiscal de référence. Et la loi de finances de cette année, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle prolonge ce dispositif. Mais ce qui est amusant, si je puis me permettre, Olivier, c'est un dispositif qui était censé durer uniquement en 2025, qui va être prorogé, pas juste en 2026, il va être prorogé jusqu'à ce qu'on descende en dessous de 3% du PIB, que la dette publique descende en dessous de 3% du PIB. Je suis très étonné de ton propos et j'imagine que du coup, ça va durer un certain temps. Malheureusement, en France, on aime bien mettre des éléments dans la loi qui sont temporaires et qu'on aime bien proroger, puisque 3/4 des dispositions qu'on vient de citer, Olivier, sont tous des prorogations. Donc, je ne sais pas quand, j'espère que ce sera bientôt, mais au vu des discours des présidents qu'on a eus par le passé et du dernier gouvernement, on n'est pas à l'abri que ces 3% ne soient pas atteints de sitôt, sachant qu'il y a des élections présidentielles qui se profilent en 2027. Alors, un sujet intéressant. Ouais. Et Olivier, je vous conseille de ne pas vous attarder sur ce sujet. Tu dis ça parce qu'on manque de temps, mais je vais quand même en gratter 30 secondes. Ce sont des dispositifs qui permettent effectivement aux particuliers qui souscrivent au capital de certaines sociétés de bénéficier de réductions d'impôts. Alors, ces mesures existent de longue date, hein, les principes ont été précisés, mais très rapidement, réduction de 18% lorsqu'on souscrit au capital d'une PME. Si c'est des jeunes entreprises innovantes, on a possibilité d'avoir une réduction de 40%. Pour les entreprises solidaires d'utilité sociale, on a une réduction de 25% et pour les sociétés foncières solidaires, 18% avec 5 ans, là où on était à 7 ans auparavant. J'ai fait rapide. Efficace. Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons. Donc là, c'est un dispositif qui est assez connu. Mais il y a eu une augmentation du plafond pour les dons qui sont réalisés au profit d'associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté, donc toujours l'abattement de 75%, la réduction d'impôt, de 75% sur des versements, mais le plafond passe de 1 000 € à 2 000 €, donc c'est très très bien pour le financement de ces associations. Exactement, par exemple, c'est les Restos du Cœur, les Médecins sans frontières. Crédit d'impôt en faveur des services à la personne, dispositif existant également. Exactement, un dispositif qui existe aujourd'hui, c'est simple. Quand vous avez des prestations de services à la personne à domicile, ça peut être la femme de ménage, les frais de soins pour certains établissements, ça peut être le jardinier qui vient vous tondre la pelouse ou tailler les haies. Vous avez le droit à des dépenses de 12 000 € par an et donc un crédit d'impôt de 50%, donc 6 000 €. Bien sûr,
c'est majoré de 1 500 € lorsque vous avez des enfants, dans la limite de 15 000 €, ce qui vous ramène à 7 500 €. Et 20 000 € si on a une carte d'invalidité. Exactement. Alors là, la nouveauté, c'est quoi? C'est juste une petite précision par la loi de finances 2026 qui concerne les services qui sont également accomplis à l'extérieur, donc pas au domicile. Et là, ils viennent préciser qu'ils sont fournis uniquement par le même prestataire. Ils peuvent être inclus dans le crédit d'impôt, c'est-à-dire si vous avez une prestation d'accompagnement d'enfants à l'école, mais également une garde à domicile, par la même société, la même structure, dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier de cette réduction d'impôt pour l'ensemble de la somme payée. Juste l'exception, c'est les livraisons de repas pour les personnes âgées. Comme ce n'est pas au départ inclus dans le dispositif, il précise que c'est une exception qui peut bénéficier de manière automatique au crédit d'impôt. Alors, afin de récolter des fonds pour des travaux urgents de restauration du château de Chambord, le législateur a mis en place une mesure spécifique. Alors, je ne sais pas si c'est lié au succès des financements participatifs dans la reconstruction de Notre-Dame, mais en tout cas, vous pouvez réaliser des dons dans la limite de 1 000 € qui vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75 % et qui ne rentrent pas dans le plafond de 20 % des revenus imposables. Donc, une mesure spécifique pour le château de Chambord qui apparemment pour des travaux d'urgence nécessite des gros travaux de restauration. Donc, si vous êtes amoureux des vieilles pierres et du patrimoine français, n'hésitez pas, il y a un petit avantage fiscal plutôt sympa. Exactement. Nouveauté concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc c'est simplement de venir préciser qu'il y a une exclusion de ce dispositif de taxation de résidences secondaires sur les logements qui sont exclusivement destinés à un usage professionnel. Donc, c'est notamment les meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes. Pourquoi cette précision? Parce qu'il y a eu des incompréhensions avec certains contribuables et l'administration fiscale qui se devait du coup de préciser ces éléments pour justement limiter les discussions et les litiges dans certains cas. Exactement. Alors, une nouvelle nouveauté pour les PER. Les PER, c'est quoi? C'est les plans épargne retraite. Donc, les personnes qui veulent se constituer à titre privé, tant individuel qu'au niveau de la société en collectif, peuvent se constituer un complément à la retraite. Et du coup, l'administration a constaté que les PER n'étaient pas forcément cassés, Olivier, lorsque les gens prenaient leur retraite. Ça restait un dispositif de défiscalisation. C'est pour ça qu'ils ont mis cette disposition en place. C'est la suppression de la déduction fiscale pour les versements faits après 70 ans, puisque la condition de déblocage du PER, c'est la liquidation en retraite. L'âge légal étant passé à 64 ans, aujourd'hui, si vous liquidez votre retraite, vous êtes censé prendre votre PER en capital ou en rente. C'est la raison pour laquelle ils ne permettent plus de déduire fiscalement ce qu'on verse après 70 ans sur les PER. Et ça correspondait à la philosophie de cette mesure défiscalisante. Exactement. Pour rappel, les PER, il y a une autre nouveauté qui est assez intéressante, c'est l'augmentation en fait du plafond qui n'est pas utilisé par le passé. Actuellement, il est de 3 ans et il va passer à 5 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez 3 années précédentes, vous n'avez pas utilisé votre plafond de déduction qui est indiqué juste sur ce slide, c'est-à-dire 10% de vos revenus professionnels de l'année précédente, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente. Quelqu'un qui a 10 000 €, il va toujours avoir les 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, mais quelqu'un qui a 100 000 € va préférer prendre 10% de ces 100 000 qui font 10 000 €. Donc là, l'avantage, c'est que 5 années vont être cumulées, donc le plafond de versement va être plus élevé. L'allocation meublée professionnelle, donc là, de nouveau, une précision, parce qu'effectivement, le législateur avait souhaité sortir du dispositif de l'allocation meublée non professionnelle les gens dont les recettes ou les revenus provenaient principalement de ces locations en meublé. Par contre, il y avait une problématique avec les propriétaires qui n'étaient pas imposables en France, par exemple des frontaliers qui se retrouvaient malheureusement catégorisés en location meublée professionnelle avec toutes les conséquences fiscales et sociales qui en découlaient. Ce qui était un sujet polémique. On a rencontré quelques propriétaires au cours de l'année
à cause de cette difficulté-là, le législateur vient préciser qu'effectivement, si un non-résident fiscal français payait des impôts sur des revenus professionnels équivalents à ce qu'on considérait en France, il ne rentre pas dans ce dispositif de location meublée professionnelle, mais il reste bel et bien dans le dispositif de location meublée non professionnelle. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Olivier, dans cette région frontalière, nous, on rencontrait beaucoup le cas où des personnes avaient des locations meublées en France sans vivre en France. Et comme ils n'avaient que ces revenus-là, ils étaient automatiquement considérés comme professionnels, alors que la même personne en France, avec des salaires, n'était pas considérée comme professionnelle. Donc, on remet de la justice dans cette disposition. Cette décision est la bienvenue. Alors, une autre mesure qui est le bienvenu et très attendue par les promoteurs immobiliers, c'est un dispositif de défiscalisation sur les investissements locatifs réalisés à titre de logement dans le neuf, qui a pour but de relancer la construction et la promotion immobilière en France. On va dire que c'est une mesure que je qualifierais de type Pinel, où on a une possibilité d'amortir le coût d'acquisition de ce logement neuf dans une limite de 8 000 euros par foyer, majoré de 2 000 ou de 4 000 euros si la location se fait dans un cadre de location sociale ou de location très sociale. Et bien évidemment, il faut respecter des conditions d'engagement de location, de respect du montant des loyers, de mise en location dans les 12 mois de l'achèvement du bien, et bien évidemment, ne rentre pas dans cet avantage les cas où vous louez un membre du foyer fiscal un appartement. Mais néanmoins, ça reste un dispositif qui favorise aujourd'hui la construction, l'investissement locatif, et que ce soit l'économie comme les demandeurs de logement, me semble aujourd'hui une belle mesure de relance du bâtiment. Exactement. Alors, juste pareil, une prorogation d'un dispositif qui existait, c'est le déficit foncier qui a un plafond. Alors, aujourd'hui, le déficit foncier, pour ce qui concerne les travaux ordinaires, vous avez le droit de déduire dans la limite de 10 700 euros de déficit foncier sur vos autres revenus imposables, donc les salaires, etc. Sauf que depuis 2 ans, l'administration avait également mis en place un plafond de 21 400 euros par an, donc un doublement des 10 700, lorsqu'on faisait des travaux de transition énergétique, donc rénovation pour passer d'une classe E, F et G à une classe A, B, C ou D. Donc ce plafond qui était censé arriver à expiration au 31 décembre 2025 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027, Olivier, dans la continuité de toutes les dispositions qu'on vient de dire. Et effectivement, c'est aussi un dispositif qui est censé dumper l'investissement immobilier et les travaux dans les logements anciens, donc qui a une logique avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais une fois qu'on a fait les travaux qu'on a investis, quand on revend, il y a aussi des notions de plus-value immobilière. Exactement. Les notions de plus-value immobilière, ça se passe chez le notaire en général. Et il y a des mécanismes parfois pour avoir des exonérations. Donc, un mécanisme prévoit l'exonération d'impôt sur la plus-value immobilière en cas de cession de terrain ou d'immeuble à un organisme de logement social ou assimilé. Et ce dispositif, qui était également censé se terminer au 31 décembre 2025, est prorogé au 31 décembre 2027, toujours dans l'objectif de pouvoir créer plus de logements dans le social. Dans la continuité, pour une plus-value immobilière, il y a d'autres abattements exceptionnels qui existent et on est également dans une prorogation de 2 dispositifs. Le premier dispositif, c'est l'abattement exceptionnel de 60% pour la cession de biens déjà construits et situés dans des périmètres des opérations de revitalisation du territoire des villes moyennes, des grandes opérations d'urbanisme ou des opérations d'intérêt national, donc toujours dans un objectif d'apporter de la location, de pousser les gens à investir dans des secteurs où il y a la plus forte demande. Et le second, c'est l'abattement exceptionnel de 75% pour la cession de terrains à bâtir en zone tendue. Les zones tendues, on considère, sont les zones où il y a plus de demandes que d'offres. Et ce qui permet aux investisseurs privés de pouvoir aussi contribuer à la création de logements et de logements sociaux. Exactement. On est toujours dans la gestion du patrimoine immobilier. Alors, extension du taux de TVA réduit à 5,5 aux pompes à chaleur RR. On avait des avantages
Au préalable, sur les pompes à chaleur RO, c'est étendu également, toujours dans le souci de rendre plus écologique, on va dire, les systèmes de chauffage en France. Alors, bien évidemment, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Il faut que ça soit des locaux achetés depuis plus de 2 ans, à usage d'habitation uniquement, et ce taux de TVA concernera la pose d'installation et l'entretien du matériel. Autre disposition de même nature et dans cette même logique, c'est l'application du taux de TVA à 5,5 sur les panneaux photovoltaïques, alors qui existaient déjà, mais simplement aujourd'hui, le législateur demande que les installateurs aient des qualifications et des certifications spécifiques pour pouvoir bénéficier de ce taux à 5,5. On retrouve un petit peu la philosophie de la certification RGE sur les panneaux photovoltaïques. Exactement. C'est bon. Petit problème technique, mais réglé de main de maître. Calendrier d'application de la hausse possible des droits de mutation à titre onéreux. Donc, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des transactions immobilières, il y a des droits d'enregistrement qui sont acquittés chez le notaire. Le législateur a fixé le taux à 3,80%, mais précise ici qu'il laisse la possibilité aux conseils départementaux de relever ces taux au-delà de 4,5%, et j'ai lu, je crois que le maximum était de 5%. Donc, le législateur laisse la main, on va dire, au département pour fixer ces taux de droit d'enregistrement. Exactement. Et nous venons de finir la partie dédiée aux particuliers de cette loi de finances, et on souhaitait également faire un petit focus sur certaines notions de la loi de finances de sécurité sociale. On n'entend plus? Ah oui, ok. On vient juste de nous signaler que nos slides sont bloqués, mais on va résoudre ça en quelques secondes. Ne bougez pas. Voilà. Normalement, on est bon. Merveilleux. Que de compétences, Tigrane, fiscaliste, informaticien. Merci, Olivier. Tu es merveilleux. Et donc, on va faire un focus essentiellement, Tigrane étant un spécialiste du sujet, sur les dispositions de réforme des retraites, sujet également très intéressant. Je vous rassure, je ne vais pas être très long. Il n'y aura pas autant de slides que précédemment. Il y en a 3 ou 4, mais ça va être assez rapide. Nous tenions en fait à insister sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la loi de finances pour la sécurité sociale qui a été adoptée au 31 décembre 2025 apporte des nouvelles règles qui sont encore très peu connues et peu parlées dans les informations parce que ça va impacter beaucoup de personnes. Il y a un effet d'aubaine qui va être mis en place pour 2026 et il est assez important de se concentrer et comprendre les impacts de cette réforme puisque l'administration et cette loi de finances dit que c'est une suspension de la réforme des retraites qui avait été votée, Olivier, le 1er septembre 2023. Or, vous allez le voir dans ce tableau que je vous ai mis, il n'y a pas vraiment de suspension, en tout cas, sujet sémantique comme tout ce qui est prorogation-suppression, on dirait plutôt un retard ou un décalage de 3 mois. Je vous explique, c'est simple. Du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026, qui est la date d'entrée en vigueur du coup de la nouvelle réforme, on pouvait partir à la retraite avec un nombre de trimestres qui augmentait progressivement et l'âge légal de départ à la retraite qui progressait également pour arriver à 64 ans pour les générations qui sont nées à partir de 1968. Sauf que la nouvelle situation qui vient à partir du 1er septembre 2026 retarde cette augmentation de 3 mois. Je m'explique. Vous voyez dans le tableau, les personnes qui sont nées en 1964 avec la réforme qui s'applique encore aujourd'hui jusqu'au 1er septembre 2026 peuvent partir à l'âge légal à 63 ans, mais à partir du 1er septembre 2026, c'est 62 ans et 9 mois. Donc 62 ans et 9 mois, vous voyez bien que vous gagnez 3 trimestres, 1 trimestre et 3 mois.
Donc là, l'objectif de l'administration, on n'a pas vraiment compris pourquoi ils ont dit suspension. Suspendre, ça voudrait dire on suspend à tout pour toutes les personnes 62 ans et 9 mois sans arriver à 64. Or, on le constate dans ce tableau, l'évolution progressive de l'âge légal de départ à la retraite est quand même maintenue. Il est simplement retardé de 3 mois. Alors, ce qui va impacter également donc, les personnes qui ont une stratégie de départ à la retraite cette année, puisque ça va créer un effet d'aubaine pour les personnes qui vont vouloir anticiper et essayer de bénéficier des règles qui s'appliquent aujourd'hui et pas des règles qui s'appliqueront à partir de la réforme qui va entrer en vigueur le 1er septembre 2026. Cela va également avoir un impact sur les dispositifs de carrière longue, notamment pour les personnes qui ont travaillé et qui ont eu 5 ou 4 trimestres avant leurs 20 ans, Olivier. Et là, c'est pareil, il y a un gain de 3 mois. Par contre, il n'y a aucune différence au niveau des trimestres. Il faut toujours le même nombre de trimestres pour avoir le taux plein, mais on peut partir pour carrière longue plus tôt si on a travaillé avant 20 ans et on a validé 5 trimestres. 4 si on est né dans le dernier trimestre de l'année. Je crois que c'est mon cas. Je ne crois pas. En tout cas, j'attire vraiment votre attention sur ce dispositif. Si vous êtes né dans les années 63 à 67, je vous conseille vivement de regarder de plus près votre relevé de carrière, d'aller vous connecter sur le site de Info Retraite, Assurance Retraite, pour générer votre relevé de carrière individuel et vérifier à quelle date vous pouvez partir. Avec FIBA, nous, on propose également un accompagnement pour les dirigeants, pour les particuliers qui ont besoin d'aide et surtout pour solidifier, consolider leur date de départ, parce que ça va également pour les dirigeants avoir un impact sur la transmission de leur entreprise, surtout s'ils veulent bénéficier des dispositifs dont on a parlé précédemment. D'abattement pour départ à la retraite. Exactement. Donc, je vous conseille vivement de vous pencher sur ces trimestres et sur votre âge légal si vous êtes concerné par les années de naissance qui sont affichées au tableau. Et très clairement, au vu des sujets autour de la retraite, il me semble effectivement très important de pouvoir anticiper tout ça, d'avoir une stratégie de départ à la retraite, d'avoir déjà des clarifications, comme tu l'as dit, sur l'âge, sur les montants dont on va bénéficier. Est-ce qu'on va avoir besoin de travailler peut-être un petit peu plus au-delà de l'âge légal pour percevoir une rente un peu plus importante en fonction de ses besoins? On a aussi la possibilité au préalable de racheter des trimestres. En tout cas, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent rentrer dans cette stratégie de retraite. Et très clairement, au vu des sujets sur la retraite actuellement, il est primordial, si on se rapproche de cet âge de départ à la retraite, de l'anticiper et d'avoir une vraie stratégie qui a été mise en place pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout à fait, vous avez raison, Olivier. Et on le voit au quotidien avec la plupart de nos clients. Hier encore, j'en avais un qui croyait partir au 1er septembre 2026 et au final, on va faire sa liquidation retraite pour le mois de mars qui arrive. Donc, il va gagner 6 mois sur sa liquidation et 6 mois de retraite. Donc, ce n'est pas négligeable. Essayez de bien analyser votre situation, notamment avec ce que je viens d'afficher sur le slide qui concerne le cumul emploi-retraite. Donc, les personnes qui veulent continuer à travailler, mais qui peuvent également bénéficier de leur retraite. Sachez que, pareil, la réforme qui a été votée au 1er septembre 2023 est beaucoup plus favorable que la réforme qui vient d'être votée par la loi de finances de 2026 sur la sécurité sociale. Pourquoi? C'est simple. Aujourd'hui, vous pouvez cumuler à l'âge légal avec le taux plein une retraite et une activité sans condition, sans plafond. Alors qu'à partir du 1er janvier 2027, si vous voulez cumuler votre activité et que vous avez l'âge légal, ça va être beaucoup plus contraignant. Vous n'allez pas pouvoir avoir les revenus d'activité que vous souhaitez. Un exemple qui est affiché, le décret qui n'est pas officiellement publié, mais dans la loi de finances, il parle au conditionnel, la limite serait de 7 000 € à ne pas dépasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis retraité, je gagne 20 000 € par an. Si je dépasse 7 000 € de revenus d'activité à côté, ce qui dépasse, ça va être déduit de ma retraite à hauteur de 50% du montant. Si vous avez 10 000 € de revenus, vous dépassez de 3 000 €, il y a 1 500 € qui vont être retirés de votre activité, de votre retraite. Ce qui n'est pas négligeable sur un budget de retraité. Exactement. Donc, ça, c'est l'une des dispositions que je voulais vraiment
insister avec nos clients, nos dirigeants et même les personnes qui se rapprochent de leur départ à la retraite, qui n'ont jamais fait d'évaluation de leur carrière et de leur âge légal. Nous vous conseillons vivement d'en discuter un minimum avec votre expert comptable et si besoin de vous rapprocher de nous directement afin qu'on puisse vraiment consolider vos dates de départ et vos droits. Parce qu'aujourd'hui, si vous attendez 2027, il sera trop tard. Alors que si aujourd'hui vous remplissez les conditions pour faire un cumul emploi-retraite à taux plein, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à le liquider dès maintenant pour bénéficier des dispositions qui s'appliquent aujourd'hui. Si vous le faites à partir du 1er janvier 2027, malheureusement, vous allez être pénalisé avec la nouvelle réforme. Et ce qui risque d'être le cas au fur et à mesure du temps. C'est ça. Et juste dernière précision sur quelques informations qui sont également dans cette loi de finances pour la sécurité sociale sur les retraites. Donc, il y a également une revalorisation de 0,9% des retraites. Il y a un changement du calcul des retraites des mères, c'est-à-dire les personnes qui ont eu des enfants par le passé. Il y a un dispositif qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2027. C'est que les personnes qui ont eu un enfant vont pouvoir tenir compte dans leur calcul de retraite de base les 24 meilleures années de revenus, alors qu'aujourd'hui, on est sur 25 années pour tout le monde. Et pour les personnes qui ont eu 2 enfants ou plus, on va tenir compte des 23 meilleures années de salaire ou de revenus. Ceci n'est pas négligeable pour les personnes qui ont arrêté leur carrière et qui n'avaient pas forcément 25 bonnes années parce qu'il y a quelques années qui venaient diluer les meilleures années. En ayant ce dispositif, vous pouvez augmenter votre retraite de base. Ça concerne les papas et les mamans ou que les mamans? Malheureusement, Olivier, pour l'instant, les papas ne peuvent pas porter d'enfants, donc c'est essentiellement les mamans. Bon, dommage. Je l'aurais tenté. Peut-être dans un futur, on ne sait jamais. Dernière disposition également, ça concerne le congé supplémentaire de naissance. Si vous avez suivi un peu l'actualité, avec un congé qui est lié à l'accueil d'un enfant, les parents peuvent bénéficier d'1 ou 2 mois de congé en plus à prendre simultanément ou successivement. Ces périodes de congé vont donner le versement d'indemnités journalières qui vont pouvoir générer la validation d'un trimestre assimilé qui va être tenu compte pour le calcul de leur retraite. Et cette mesure est applicable aux enfants qui sont nés et adoptés à compter du 1er juillet 2026. Et pour les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2026, ce congé pourra être prêt à compter du 1er juillet 2026. Et je crois que j'ai fait le tour sur ça. Donc, avec Olivier, nous tenons à vous remercier pour votre attention. Voilà. Alors, merci Tigrane pour toutes ces précisions et informations. Bien évidemment, cette présentation sera disponible en replay, donc vous pourrez la regarder tranquillement à la maison ce soir ou la diffuser auprès de gens intéressés. N'hésitez pas, que ce soit sur les sujets qu'on a vus là ou d'autres sujets qui pourraient s'en rapprocher, de vous adresser à vos interlocuteurs FIBA qui restent bien évidemment à votre disposition avec plaisir pour répondre à vos questions ou préciser certains sujets qu'on a vus ou peut-être qu'on n'a pas vus. Et je te remercie, Tigrane. Je remercie l'ensemble des participants à cette présentation loi de finances. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne fin de journée et je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.